Alors, Straton, bonjour. Je voulais avoir... Votre nom rwandais, c'est... Sinza Okira Straton. D'accord, ça s'écrit comment? S-I-N-Z-A-B-A-K-W-I-R-A. Ok. Vous êtes né en quelle année? Je suis né le 12 février 1961. 61, d'accord, ok. Alors moi je voulais savoir, en 94 vous étiez à Cyangugu, c'est ça? Oui, j'étais à Cyangugu. D'accord. J'étais bourgmestre de la commune de Karengera. Ah, vous étiez bourgmestre de Kalengela, d'accord, ok. Et donc moi je cherche à éclaircir un peu un point, sur les livraisons d'armes des Français aux miliciens, ou aux autorités, je ne sais plus. Mais parce qu'à un moment donné, il y avait, je crois qu'il y avait plusieurs dates, mais est-ce que c'était le 25 avril ou c'était plutôt vers la fin du génocide? Bon, d'abord, si vous voulez parler des militaires français, Oui. passons d'abord par l'opération Noroa. D'accord. Lors de l'opération Noroa, Oui. certains militaires français ont participé à l'entraînement des Interahamwe et des Ibuza Mugambi. D'accord. Les milices des MRND et de la D'accord. CDR. Ok. Ouais. Et alors Ils les entraînaient ouais. à l'utilisation de l'arme à feu. Ils leur faisaient des exercices. Ouais, d'accord. Il y avait un camp d'entraînement pour ces milices à Gabiro, Ouais. au Monjali, à Bigogwe. Il y en a même de ma commune qui ont participé. Ouais. Mais après, toujours sur cette question de livraison d'armes, quand nous sommes arrivés au refuge au Zaïre, Ouais. la RD Congo actuelle, Ouais. les militaires français ont donné des armes aux ex-FAR Ouais. pour qu'ils reviennent attaquer et récupérer le pouvoir. Ça c'était vers quelle date à peu près? C'est au mois de septembre, octobre, novembre et décembre 94, Ouais. jusqu'en 95, Ouais. parce que c'est à ce moment-là que les attaques étaient nombreuses. D'accord. Aux environs de Cyangugu, de Gikongoro, de Kibuye, de Gisenyi. D'accord. Et donc ça c'est livraison d'armes après donc le Nous génocide. avons fait des réunions, les responsables au niveau politique, les bourgmestres et les sous-préfets. Nous faisions des réunions, il y avait des représentants. Je me souviens de la réunion que nous avons tenue en septembre à l'hôtel La Frégate à Bukavu. Il y avait des militaires français. Il y avait des représentants on nous disait de la communauté belge flamande. Et il y avait d'autres supporters qui voulaient nous aider à récupérer le pouvoir, des militaires et des officiers d'Isaïe envoyés par Kinshasa. Et on préparait, on organisait comment on peut récupérer le pouvoir. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'instaurer un cadre d'entraînement à Burundi. C'est au Congo, c'est dans la zone de Walungu, vers Walungu, à Burundi, où on entraînait les jeunes réfugiés, que ce soit les Rwandais, que ce soit des Congolais, que ce soit des Burundais. On les entraînait à l'utilisation de l'arme à feu. Et puis participer même aux attaques au Rwanda. Quand vous parliez de l'opération Noroa et des formations, est-ce que c'était des formations de militaires ou de miliciens? C'était des formations de miliciens parce que la milice avait une tenue différente de celle des militaires. Les militaires portaient les tenues militaires. Oui. La tenue était officielle. L'uniforme tache-tache oui. vert, mais la milice avait une autre tenue, le kitenge. C'est un habit africain qui est porté souvent par les femmes. Mais la milice des Interahamwe de la CDR avait cette tenue, elle est connue de tout le monde. Et puis, on écrivait ça dans les journaux, les journalistes en parlaient, disaient qu'il y avait des entraînements. Vous
vous souviendrez que le général Roméo Dallaire, en octobre 1993, a donné un rapport au secrétaire général disant qu'il y avait des préparatifs pour un massacre à grande échelle. Les preuves étaient là, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et je pense que ce ne sont pas les responsables militaires français qui devaient ignorer ça, parce qu'ils avaient toutes les informations à propos du Rwanda. Le gouvernement rwandais coopérait avec le gouvernement de la France. Ils avaient quand même bien sûr, beaucoup de notions à propos de l'organisation de l'armée rwandaise. Ouais. Mais, mais ces formations de miliciens, vous en avez entendu parler ou vous les avez vues de vos yeux? Moi, j'ai vu personnellement au Mont-Jari, parce que j'avais un beau-frère qui travaillait là-bas, qui était gendarme. Oui. Alors, c'était une position, en fait, un détachement des gendarmes au Mont-Jari. Et là, on avait organisé des entraînements de la milice. Et quand je suis allé voir mon beau-frère, il m'a parlé de ça. Et puis après, on est parti dans une buvette prendre de la bière. C'est comme ça que je suis ça. Mais j'avais aussi des preuves parce que dans ma commune, il y a le président de la milice Interahamwe en préfecture de Kyangougou, Dino Donyangui Christophe, qui avait participé à ces entraînements. Et Nsengou Mremi Anakre, et notre voisin de moi-même qui avait participé à ces entraînements. Et de retour, ils sont revenus avec des pistolets, ils sont revenus avec des armes, ce qui signifiait qu'ils avaient bien suivi et que le gouvernement leur avait donné des armes, quitte à ce qu'ils les utiliseront. Et eux, pardon, les gens que vous venez de citer, ils étaient formés au Mont-Jali aussi ou ailleurs? Eux, ils sont partis dans les premiers groupes qui sont allés à Gabiro. Il y avait la formation à Gabiro, à Bigogwe, au comité de Bigogwe, au Mont-Jari, et puis au comité de Kanombe. Beaucoup de ces milices y ont participé. D'accord. Et Mont-Jali, c'était seulement votre beau-frère qui vous en parlait? Oui, mais vous ne l'avez pas vu quand même Moi, je les ai retrouvés là-bas. Je connaissais la tenue des Interahamwe, je connaissais leur tenue en kitenge avec des fleurs. Je connaissais. Vous les avez vus? Ils avaient des bérets différents de ceux des militaires, parce que leurs bérets étaient aussi cousus en kitenge. Donc quand vous étiez au Mont-Jali, vous avez vu ces gens? Oui, je les ai vus, je les ai trouvés là-bas. C'est pourquoi j'ai été intéressé à lui demander, parce que moi j'étais membre de l'opposition, moi j'étais membre du parti PSD. Je lui ai demandé comment beaucoup de ces milices sont ici. Et puis il m'a dit ils sont venus subir un entraînement. Ils sont en train de leur faire subir un entraînement militaire. Ils apprennent à fusiller, ils apprennent les tactiques militaires. Quitte à ce qu'ils peuvent un jour ou l'autre intervenir au camp échéant. Moi je pensais que c'était pour intervenir sur le front, que les ex-phares combattaient avec le FPR. Mais plutôt ce n'était pas ça, c'était pour préparer en vue du génocide. Oui, d'accord, ok. Alors, pendant le génocide, pendant le génocide, c'est-à-dire, on va dire, de la période du mois d'avril, donc à partir ou même avant, un petit peu avant, jusqu'au juillet, est-ce que vous voyez des Français? Bon, écoutez bien, lorsque il y a eu les négociations qui ont forcé le gouvernement français à récupérer les militaires de l'opération Noroa, ils ont dit soi-disant que tout le monde était rapatrié, mais il est resté un groupe d'experts, surtout en artillerie lourde, parce que les militaires français ont participé. En artillerie? Oui, ils ont participé au front. Avec au front, à quel front? Le front de quand? Au front du Moutara, au front de Nyamagumba. Mais là, c'est quelle date, quel moment à peu près? Nyamagumba, je pense, si je ne me trompe pas, c'est janvier 1993. On les voyait aller au front parce que moi, je faisais souvent à Kyangougou, Kigali. J'étais un homme politique. J'avais quand même un cadre dans lequel
Je discutais avec mes collègues, on avait les informations. Mais le départ officiel de l'armée de Noroy, c'est décembre 93, non? C'est quelques mois. Mais après, mais je dis qu'après, les militaires français sont... un certain nombre de militaires français sont toujours restés. Ils ont continué à coopérer, que ce soit au front, que ce soit dans les entraînements des Interahamwe. Ils sont restés au Rwanda. Même jusque lors du génocide, il y en avait qui étaient toujours là, qui, soi-disant, ont été réintégrés, ont été mélangés avec l'opération turquoise. Mais quelle opération turquoise a retrouvé ici même au pays? Alors, expliquez-moi un petit peu. Donc, après le départ officiel de Noroy, où est-ce que vous voyez, enfin, où est-ce que vous entendez parler, où vous voyez les artilleurs là, français qui restent? Ils étaient à Kigali, ils circulaient avec nos officiers, on les voyait dans les jeeps passer. D'accord. Nous avions des informations parce que, vous voyez, comme membre d'un parti d'opposition, j'étais membre du bureau politique et du PSD au niveau national. On cherchait les informations pour savoir ce que faisait le gouvernement des Mérendais parce que nous étions des opposants. Il fallait récupérer toutes les informations. Il fallait savoir ce que fait celui-là ou celui-ci. C'est comme ça qu'on a fait ces informations. D'accord. Mais de successeurs arrivés au Congo, on a fait des réunions ensemble avec les officiers. D'accord. Alors, par exemple, pourquoi vous dites que c'est des artilleurs? Comment vous le savez que c'est des artilleurs? Bon, on nous disait qu'on est resté avec les militaires qui étaient spécialistes en artillerie lourde parce que l'armée rwandaise n'en avait pas de spécialistes suffisamment. Qu'est-ce qui vous avait dit ça? Les militaires ont causé, on avait des frères et on avait des voisins dans l'armée rwandaise. Ça, c'était pas une information qui devait être une énigme. Oui, d'accord. D'accord, ok. Et alors donc là, vous envoyez de temps en temps, donc juste avant le génocide, c'est ça? On pouvait même les croiser dans des cabarets, ils passaient prendre des verres avec leurs collègues rwandais ou on causait. D'accord. Et puis ils n'avaient pas de problème avec nous parce que surtout quand ils savaient que nous sommes des Hutus, ils savaient qu'on n'avait aucun problème. Le problème, c'était le Tutsi qui avait attaqué le Rwanda. D'accord, je comprends. Se confier, sans retenue. Alors, donc arrive l'attentat présidentiel, et puis l'évacuation des Occidentaux. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que vous entendez ou ce que vous voyez après donc cette évacuation qui se termine le 14 avril à peu près, jusqu'à avant l'opération turquoise, ces artilleurs, ils restent aussi? Ils étaient toujours là. Alors comment vous le savez qu'ils restaient là? On les voyait parce que moi j'ai fait 2 fois Kigali après l'attentat de l'avion du président Habyarimana. Je causais avec les militaires, c'était les moments les plus chauds. Il fallait avoir toutes les informations. Nous, on se donnait des bravos en disant que les Français nous soutiennent, ils sont là, ils vont nous appuyer, ils vont nous donner des armes, il n'y a aucun problème, nous allons vaincre le FPR. Moi, j'étais bourgmestre de commune et c'était alors politique. Au point de vue administratif, et puis j'étais un politicien parce que j'étais membre du bureau politique et du PSD. Et après l'attentat du président, de l'avion du président Habyarimana, les Hutus se sont mis ensemble, ils ont coopéré, que vous soyez de l'opposition ou autre, à part ceux qui ont été assassinés parce qu'ils ne voulaient pas que le génocide puisse être mis en action. Mais tous ceux qui ont donné fait vert au génocide, nous avons coopéré, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du PR-Pawa. C'est pourquoi vous avez entendu, même les partis de l'opposition, ils ont créé des mouvances extrémistes. Mouvance Power. Pawa, MDR Pawa, PSD Pawa, PR Pawa, et ainsi de suite. D'accord. Alors, donc, vous dites que vous allez à Kigali 2 fois, c'est ça, après l'attentat? Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu des dates? Bon, les dates... Ou alors des événements
qui pourrait me permettre de retrouver la date? Bon, moi, je me souviens le 15, Ouais. le 15 avril, je suis parti pour récupérer ma belle-sœur qui avait un problème parce que à ce moment-là, les gens de Kigali voulaient regagner leur famille à la campagne parce qu'à Kigali, c'était un champ de bataille. Je suis allé pour la récupérer. Et arrivé à Gitikinyoni, c'est à la sortie de la ville. J'ai rencontré des militaires que je connaissais bien. Il y avait un certain Kiza, il est de chez moi. Il était avec des militaires français, 3. Et puis il y avait aussi des hommes de troupes. Il tenait une barrière. Et je savais que c'était des militaires français parce que j'avais même l'information bien avant ça. Donc vous les voyez à une barrière à Kigali le 15 avril. Oui. D'accord. Alors, comme vous savez, est-ce que quand vous allez à Kigali ce 15 avril, est-ce que vous voyez encore des civils blancs occidentaux dans les rues, enfin sur le point d'être évacués ou tout ça? Non, il n'y en avait presque pas parce que seuls les civils occidentaux de la CICR, et ça donnait au travail humanitaire, mais les autres étaient regroupés et partis. D'accord, ils étaient déjà partis, d'accord. Ouais. Et alors, donc là, vous voyez des Français à une barrière, ils sont combien? Ils étaient 3, avec eux, mais qui d'accord. Et alors, elle est située où, cette barrière? C'était à la sortie, à Gitikinyoni, à la sortie de la ville. Vous l'avez dit, oui. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a un autre moment où, quand vous retournez à Kigali, vous les voyez, ou vous retournez une deuxième fois à Kigali, c'est ça? Moi, je suis retourné la deuxième fois, je n'ai pas pu regagner juste Kigali. Je suis arrivé à Kamoni, c'est juste à quelques 20 km de la ville, parce que le front commençait à avancer vers le sud. Bon, les militaires m'ont conseillé de ne pas avancer jusqu'en ville. Bon, j'ai essayé de faire des communications aux gens que je voulais aider à quitter la ville. Bon, les téléphones commençaient à ne pas marcher. Et puis j'ai regagné Gitarama. Bon, à Gitarama, là où le gouvernement s'était installé, il y avait aussi des militaires français. C'était des conseillers. C'était qui guidaient comment organiser le front, comment organiser ceci, cela. Ils étaient là. D'accord. Vous en avez vu de vos yeux vus? Oui, des colonels. Oui, j'ai vu un colonel. On disait que c'était un colonel? Oui. D'accord. C'est un colonel. Et puis, il avait aussi des sujets. Ils étaient au nombre de 5, là où à Morambi, où le gouvernement s'était installé. D'accord. Parce que le site était gardé par les militaires rwandais. Mais là, il y avait aussi les militaires français. Ils sont même passés par Gikongoro et ont rejoint leurs collègues lors de l'opération turquoise. Alors, parce que là, j'ai pas compris. Vous parliez de Moulambi, mais le gouvernement, il n'était pas à Gitarama. À un moment, il était à Moulambi, c'est ça? Oui, c'est juste à Gitarama. Le site s'appelle Moulambi. Ah oui, c'est pas le Moulambi de Gikongoro. Non, c'est pas Moulambi. C'est un autre Moulambi. C'était notre Moulambi. Ah oui, d'accord. Okay. C'est le Moulambi où le gouvernement s'est installé provisoirement. D'accord. Quand ils se sont repliés de Kigali. Oui, lorsqu'ils se sont repliés de Kigali. Oui. D'accord. Donc là, vous voyez un chef, un colonel. Et puis 5 autres militaires français, c'est ça? D'accord. Bon, et puis... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils faisaient des conseils, ils guidaient, etc.? Les militaires nous en parlaient, nous réconfortaient, disant non, on ne va pas échouer, le champ de bataille, nous sommes toujours soutenus. Attendez un peu, il y a des avions qui sont partis amener des armes et tout ça. Et on nous réconfortait. C'était une façon de nous remonter le moral et ils nous disaient de leur secret. Oui, d'accord, ok. Et puis, donc, étonné aussi, lorsque les militaires français de l'opération turquoise sont arrivés à Tiamougou, bon, sur les barrières, ils ont incité à massacrer les Tutsis. Ils ont même enseigné aux gens comment faire en sorte que les cadavres ne puissent pas remonter à la surface quand on les jetait dans l'eau, dans le lac, tout ça.
Ça, c'était pendant Turquoise. Oui, lors de l'opération Turquoise. D'accord. Et ceux-là qui étaient restés avec le gouvernement à Batabazi, ils sont venus et ils ont réintégré les membres de l'opération Turquoise. Ils sont partis au Congo tous ensemble. D'accord. Ouais. Et alors, attendez, donc ces gens qui enseignent d'ouvrir les cadavres, mettre des pierres dedans, ou je sais pas quoi, c'est ça, hein, pour pas que le cadavre remonte à la surface. Donc ça, c'était pendant Turquoise? Oui, c'est pendant l'opération Turquoise. Mais comment vous apprenez cette chose? Vous le voyez ou vous le... Écoutez, moi j'étais bourgmestre, je me rendais chaque fois à la préfecture, et puis moi je ne craignais rien, j'étais parmi ceux qui exécutaient, qui massacraient les Tutsis, qui donnaient des ordres, qui supervisaient. Nous avons distribué des armes. Les Français n'avaient pas peur de nous, on devait coopérer. Ils nous demandaient chaque fois, ils venaient, par exemple, on venait à chaque commune voir le bourgmestre et puis lui demander quelle est la situation dans votre commune. Bon, on me mettait à côté, on me demandait est-ce qu'ici il n'y aurait pas de membres d'IFPR. Bon, et je vous dirais une situation qui m'a été grave. Un jour, j'ai aidé un Tutsi avec qui j'avais fait l'école secondaire. Il est parti au Burundi. Et puis le commandement de l'armée, le lieutenant Samuel Manishimwe, a dit que j'avais aidé un Tutsi à se réfugier au Burundi. Et il en a parlé aux militaires français. Ils sont venus chez moi, ils m'ont tabassé. Ils m'ont tabassé. C'était quand ça? C'était au mois de juin, fin juin. J'ai dit même presque démissionné. J'ai fait une lettre au préfet, j'ai donné une copie à l'ambassadeur de la France au Burundi parce que c'était l'ambassade la plus proche qui restait. Et puis il y a un rapport qui a été fait sur cette affaire, cet attentat. Il est venu un premier sergent-major qui s'occupait de la discipline des militaires français. Il est venu m'interroger pendant 2 heures dans mon bureau. Ils sont venus me chercher à la maison. On a refusé de creuser l'accès dans l'enclos où je résidais, dans ma résidence. Et puis ils m'ont rassuré qu'ils ne viennent pas pour me faire du mal. Et puis il est venu, il s'est présenté, il m'a dit que tout le monde avec qui il était, personne n'avait une arme sur lui, que lui il venait pour spécialement faire une enquête pour voir que si j'ai été agressé, que ceux qui m'ont agressé soient punis. Ils ont fait une enquête, mais ça a disparu comme ça. C'est ce qui montre une énigme dans ce qu'ils disaient, soi-disant une opération humanitaire. C'était faux. En fait, c'était un appui logistique et matériel aux ex-FAR. Malheureusement, l'attaque des FPR a pris le dessus. Et puis, ils n'ont fait que nous protéger pour prendre le refuge aux îles. D'accord, mais je comprends bien. Bon alors, donc ces livraisons d'armes dans lesquelles vous auriez été témoin, vous avez parlé au Congo là où, enfin au Rwanda. Il n'y a pas cette histoire de livraison d'armes à un moment donné? Une livraison d'armes ou quelque chose que vous voyez fin avril? Non, excusez-moi, parce que peut-être que je mélange aussi avec d'autres témoignages. C'est parce que j'avais, il me semblait avoir entendu parler d'une livraison d'armes le 25 La livraison avril. d'armes, j'en parle quand nous sommes arrivés au Congo. Les militaires français ont terminé des caisses, ils ont distribué dans les cas les M16. D'accord. Les fusils qui portaient la marque de M16. Et puis il venait, il y avait un colonel de chez moi à Tchangougou, le colonel Gracien Kabilidi. C'était presque un frère parce qu'il est de Tchangougou. Moi, en tant que responsable, et puis quelqu'un, un agent de l'État de ce gouvernement qui a fait le génocide, on faisait des réunions, on planifiait comment récupérer le pouvoir, comment reconquérir le pouvoir. C'est comme ça que nous avions des informations. On avait commencé à cotiser. Il y avait certains organismes qui promettaient de nous prêter main forte. L'association flamande, c'était un parti des flamands de la Belgique, avait donné de l'argent, et ainsi de suite. Alors,
Donc les Français, pendant le génocide, est-ce que vous voyez des Français, à un moment donné, partir vers la direction de Kibouye ou Bicécéro? Ça vous dit rien? Bon, j'ai des informations à propos de comment que les militaires français sont arrivés à Bicécéro, à Kibouye. Parce que, écoutez, l'assaut final de Bicécéro, ça a été dicté par le gouvernement. Le gouvernement s'est réuni le 17 juin et a pris une décision qu'il fallait faire une action muselée à Bicécéro pour ratissage, pour tuer tous les Tutsis qui étaient restés. Bon. Alors, quand les militaires français sont arrivés à Tiangougou, sont venus, ils ont passé par ma commune et ils ont continué jusqu'à Kibouye. Il y a un collègue avec qui j'ai fait l'école secondaire, il dit non, d'autres Alphonse. C'était un intellectuel, c'est lui qui parlait français là tout près d'Obi-Cicero. C'est lui qui est allé leur montrer le site d'Obi-Cicero, là où étaient les réfugiés Tutsis. Quand ils sont arrivés là-bas, ce monsieur Alphonse m'a dit que, parce que j'ai fait la prison avec lui à Tiangougou environ 2 ou 3 ans avant qu'il soit transféré à Kibouye, parce qu'il a été incarcéré de retour au Rwanda en venant de Bukavu. C'est pas Jean-Baptiste Twagiralezou? C'est bien lui. Ah oui, c'est pas Alphonse Twagiralezou, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ouais. Jean-Baptiste. Twagiralezou, Jean-Baptiste. Ouais. Voilà. Un petit avec des lunettes, voilà. C'est ça? Bon, il est parti avec les militaires, il a montré. À ce moment-là, les Tutsis qui restaient étaient aux environs entre 6 000 et 7 000. Entre 6 000 et 7 000. Alors, quand les militaires ont vu qu'il y avait toujours des Tutsis, ils sont retournés, arrivés à un centre tout près. C'est ce que m'a dit ce monsieur Jean-Baptiste. Et ils ont dit, vous avez dit que les Tutsis sont terminés alors que là-bas il y en a. Et les Intérêts ont dit, ah, vous en avez trouvé encore, ils se sont regroupés, ils sont revenus. Bon, ils ont préparé une attaque. Les Français sont retournés 3 jours après. On se demande ceci, avec tous les moyens, pour une action humanitaire, alors qu'ils avaient vu des personnes en danger, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait tout le possible pour protéger ces gens? Ce qui montre, en principe, même sur les barrières, quand ils venaient nous voir, et quand ils nous ont incités aussi à nous réfugier au Congo, ils nous disaient, le FPR va vous tuer. Alors, il faut que vous vous réfugiez au Congo, nous allons vous aider à récupérer le pouvoir. Partez, partez. Il y en a même qui ont dit, qui chassaient les gens dans les villages, venaient les chasser, les tabasser, pour que les gens s'enfuient au Congo. Quel était l'intérêt pour un militaire français d'inciter quelqu'un à se réfugier au Congo?